savez quoi? Je suis très content, parce que c'est enfin Noël, la plus belle et la plus douce période de l'année. C'est l'occasion de parler des fêtes, de la famille, de neige, de bouffe et de racisme. Quoi? Répète! Et ouais, parce que notre film du jour, c'est Green Book, réalisé par Peter Farrelly. Et ça raconte l'histoire de deux hommes. Tony, un Italo-américain pas très malin mais débrouillard, recruté par un pianiste noir, Don, en tant que chauffeur lors d'une tournée de concert pendant 2 mois. Mais plus qu'un chauffeur, Tony sera un véritable garde du corps, car la tournée est prévue dans le sud des États-Unis en 1962, quand la ségrégation raciale était encore en vigueur. Le film a tout pour plaire. 2 superstars dans les rôles principaux, Viggo Mortensen et Mahershala Ali, un réalisateur connu pour ses comédies cultes, la promesse d'un road trip sur les routes américaines, un scénario simple mais bougrement efficace, 2 hommes que tout oppose mais qui, bien sûr, vont devenir copains, et une morale très consensuelle mais qui fait toujours plaisir à entendre. En gros, le racisme c'est pas bien, l'amour et l'amitié c'est mieux. Et ça n'a pas raté. En 2019, le film rafle 3 Oscars, meilleur acteur dans son second rôle pour Ali, meilleur scénario et, cerise sur le gâteau, meilleur film. Et pourtant, le film a suscité environ 36 000 polémiques, que ce soit dans la presse, sur les plateaux de télé, même à la cérémonie des Oscars où un Spike Lee en roue libre a carrément essayé de quitter la pièce lors de la remise du prix. Tu vas où? Reste là! C'est un vrai film de culpabilité gênante. Et donc on est sur une vraie intention de White Savior, c'est-à-dire qu'en imposant son point de vue et en jouant à l'antiraciste, on finit par faire du colonialisme. Hein. C'est un bourgeois de gauche qui est devenu fan d'Aya Nakamura depuis un mois. Voilà, pour moi c'est ça. Donc c'est vraiment l'effet que me fait ce film-là. Et c'est pas surprenant quelque part qu'il ait chopé un Oscar. C'est la fête du signalement de vertu, quoi. C'est-à-dire qu'une fois par an, il y a une académie qui se dit on va quand même leur donner un petit os parce que le reste de l'année on fait quand même pas grand-chose pour eux, en récompensant un pseudo-film antiraciste réalisé par un blanc qui porte un regard complètement néocolonialiste sur un truc qu'il entend dénoncer. Non. Ce film a soulevé plein d'indignation, d'agitation ridicule, de procès en intention et autres vaines gesticulations morales. Le film est en train de résumer les Noirs à poulet frit, blues et pauvreté. Donc on a un film qui se veut antiraciste, écrit par un mec raciste. Le film est incohérent. Le film est encore plus mal écrit que qu'est-ce qu'on a fait, oh bon Dieu, et puis... La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Mais comment un film aussi consensuel et sympathique a-t-il pu être aussi mal compris? Car oui, on va voir que tout ce qui est reproché à ce film est le signe au mieux d'un simple contresens, au pire d'une sacrée mauvaise foi. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins et je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Le sujet du film, c'est pas le racisme. Alors oui, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais l'enjeu n'est pas seulement de mettre un blanc et un noir dans la même bagnole et de voir ce qui va se passer. D'ailleurs, le personnage de Tony n'était pas à l'époque considéré comme un vrai blanc, tant le racisme était fort à l'époque, y compris contre les Italo-américains. How you say this last name? Bellalonga. What kind of name is that? It's Italian. Oh. Oh, I see. That's why you driving him around. You half a nigger yourself. Non, l'enjeu, c'est plutôt de mettre dans la même bagnole 2 personnages que tout, absolument tout, oppose. Avant d'être un noir et un blanc, ce sont un père de famille heureux contre un célibataire triste. Un prolo qui galère à gagner un peu de fric contre un riche qui vit dans un somptueux appartement. Un gars pas très malin et franchement inculte contre un homme fin, intelligent et raffiné. Un gars qui vit avec son temps contre un autre isolé du monde. Et comme tout bon film qui se respecte, cette opposition entre les 2 personnages ne se fait pas via le scénario ou les dialogues, mais surtout grâce à sa mise en scène. Regardons par exemple comment les personnages nous sont présentés. L'un est caractérisé par le bruit, le son, vu qu'il bosse dans une boîte de nuit et que ses amis gueulent sans arrêt. Hey Johnny, think you could yell a little louder? L'autre est défini par le silence et le calme, alors même qu'il est censé être pianiste. Tony, You'll know if I'm worried. how about some quiet time? Sure. L'un partage le cadre avec les autres personnages, comme s'il était sociable par nature. L'autre investit souvent seul l'entièreté du cadre, ce qui souligne son isolement, mais aussi son rang social supérieur. L'un est défini par le mouvement, et même l'action. L'autre par l'immobilité. L'un est cadré minuscule dans la salle d'opéra pour montrer qu'il est inculte. L'autre, évidemment, joue du piano comme un dieu. Vous avez compris, en quelques minutes de film, la mise en scène, aussi sobre et simple soit-elle, nous fait pourtant parfaitement comprendre en quoi ces personnages sont totalement différents. Et surtout, en quoi ils s'opposent plus que le simple prisme noir et blanc. Et si vous connaissez un peu le cinéma de Peter Farrelly, vous comprendrez là où je veux en venir. Le seul point commun entre Tony et Don, c'est leur profonde inadaptation au monde dans lequel ils vivent. Tony pour des raisons socio-économiques, Don pour des raisons ethniques et identitaires. En réalité, tout l'enjeu de Green Book tient dans cette idée simple,
reconstruire une communauté pour des individus qui en sont privés, en raison de leur marginalité et de leurs différences. Peter Farrelly n'a jamais été un cinéaste du collectif. Il s'est fait connaître à travers des comédies cultes réalisées avec son frère Bobby, comme Dumb and Number, Marie à tout prix ou encore Fou d'Irène. Des buddy movies dans lesquels les personnages centraux sont systématiquement des marginaux, schizophrènes paranoïaques, Tu veux ma photo, fils de pute? débiles profonds, psychopathes, Ma vraie passion, c'est mon hobby. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Je travaille avec des débiles. génies obèses. Chez Farrelly, ces figures sont toujours des exclus, J'en ai plein le dos d'être seul et d'avoir personne. mais des exclus filmés avant tout comme des individus. Leur trajectoire narrative ne vise pas la réhabilitation sociale d'un groupe, encore moins une révolution collective, mais la reconstruction progressive d'un lien humain, parfois d'une famille de substitution. Et Green Book s'inscrit pleinement dans cette continuité. Ce choix est fondamental, car le film adopte une approche profondément individualiste, non pas au sens péjoratif du terme, mais dans la manière dont il s'attarde presque exclusivement sur la confrontation entre deux personnalités fortes. Le modèle de résistance incarné par Don Shirley n'est ni celui de la lutte collective pour les droits civiques, ni celui d'un engagement politique organisé. Il repose sur la réussite individuelle, le travail, le talent, la discipline, et plus encore la capacité à tenir debout face à un monde foncièrement injuste. You never win with violence, Tony. You only win when you maintain your dignity. Dignity always prevails. C'est précisément là que Green Book commence à en déranger certains, bien qu'à mon humble avis, le film soit conscient de son propre angle mort. Certaines séquences comme celle où Don Shirley regarde des travailleurs noirs ramasser du coton montrent bien que la réussite individuelle n'est qu'un échappatoire de privilégiés et qu'elle ne résout en rien les maux d'une société. Tout comme certaines coupes au montage nous montrent cruellement que le racisme restera ancré chez de nombreuses personnes, malgré leur simulacre de bonnes intentions. Comme cette coupe entre le geste raciste de Tony, qui jette des verres d'eau dans lesquels des noirs ont bu, qui passe directement à une prière catholique. Mais en refusant de traiter le racisme comme un système global, comme une structure sociale à abattre, le film choisit délibérément une autre focale, celle de l'individu confronté à l'hostilité du réel. Ce décalage avec les attentes contemporaines explique l'incompréhension et le reproche dont il a fait l'objet. Green Book ne cherche pas à produire un discours moral ni à proposer une lecture théorique du racisme. Il se désintéresse de toute posture bien pensante pour se concentrer sur des trajectoires humaines singulières. Et c'est précisément de ce choix-là que naît la polémique. L'année 2019 cristallise parfaitement cette tension. Black Panther et Black Landsman occupent le devant de la scène, portés par des réalisateurs noirs, des acteurs noirs et un discours explicitement centré sur la question raciale. Ils apparaissent comme des favoris naturels pour l'Oscar du meilleur film. Green Book, malgré une pluie de critiques et de controverses, viendra pourtant leur couper l'herbe sous le pied. Et malheureusement, le débat se déplace. On ne parle plus vraiment de cinéma, mais de légitimité. Le point de vue d'un réalisateur blanc sur la ségrégation raciale, le supposé syndrome du white savior, le traitement du personnage de Don Shirley, les conflits entre les familles des protagonistes, autant de pseudo-arguments qui cherchent à démonter le film, et je ne perdrai pas de temps à y répondre. On m'en bat les couilles, frère. Toute personne dotée d'un QI à 3 chiffres comprendrait qu'il ne s'agit pas là d'analyse de film, mais d'injonction à la conformité. Finally, we do get a little bit of Mahershala Ali as Don Shirley. I have to say, Mahershala Ali is just so attractive. He's such a good actor. He's such a star. I'm not mad at him. I have a lot of questions about this screenplay. That's why I am most perplexed by that Best Original Screenplay Oscar, because the writing of this movie is not. It's not. Un film qui effleure la question raciale devrait, selon cette logique, nécessairement correspondre aux attentes politiques d'un public qui ne voit dans le cinéma plus une œuvre d'art, mais un outil de propagande. Les mêmes pseudo-indignés consommaient Black Panther et voulaient le voir gagner l'Oscar, sans jamais interroger son statut de produit industriel parfaitement aligné avec les codes les plus gras d'Hollywood, tout en le présentant comme un film dissident, digne hérité de la Blaxploitation. Regardez Green Book, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il devrait être, révèle d'une hypocrisie artistique. Le film ne prétend jamais être une œuvre subversive, il assume pleinement sa nature de buddy movie inoffensif, et respecte tous les codes de la comédie américaine. Une narration fluide, des archétypes assumés, un confort de visionnage, avec des astuces de mise en scène vues et revues, comme cette luminosité verte dans les moments de tension et de danger, et cette luminosité jaunâtre chaleureuse dans les moments de confort, mais tout cela est volontaire de la part du réalisateur, tout comme cette happy end prévisible. Cette fin justement, de la confrontation initiale à la réconciliation finale, n'est ni une faiblesse ni une naïveté. Elle est une conséquence logique, presque inévitable, optimiste certes, mais parfaitement cohérente avec le regard que Farrelly porte depuis toujours sur ses personnages. Des individus cabossés, exclus, qui ne cherchent pas à changer le monde, mais simplement à y trouver leur place. Et oui, comment a-t-on pu passer de ça
d'un contre-champ froid composé de légères plongées et contre-plongées qui matérialisent immédiatement le rapport de domination du patron sur l'employé, à ça, 2 personnages qui partagent le cadre, tout sourire, une bouteille de champagne à la main. Évidemment, le scénario l'explique, mais ce qui m'intéresse ici, c'est autre chose. Quelque chose que j'aime profondément et qui relève bien la simplicité de la mise en scène de Farrelly. C'est la bouffe. Green Book est littéralement saturé de scènes de repas. Ces scènes servent surtout de fil conducteur au rapprochement progressif entre les 2 personnages. La bouffe devient un véritable langage de mise en scène. Regardez leur tout premier repas. Enfin, un repas, c'est un bien grand mot, c'est plutôt un vol. L'employé mange le sandwich destiné à son patron. La caméra fait le point sur Tony et laisse Don dans le flou. Ensuite, on passe à un gros plan sur Tony, tandis que Don est presque négligé. On est au moment du film où l'aversion entre les deux est la plus franche, la plus assumée. Deuxième repas, ils mangent ensemble au restaurant. Mais tout les sépare encore. Le champ contre champ les met littéralement en confrontation. Don semble plus grand à l'image, Tony est voûté, maladroit, incapable de comprendre le second degré. Don, lui, est droit, distingué, mais aussi clairement méprisant à l'égard de Tony. Troisième repas, les choses commencent à bouger. Ils sont enfin cadrés ensemble, mais pas encore de dialogue, pas encore de complicité, mais une forme d'acceptation mutuelle. Le quatrième repas, c'est la fameuse scène du KFC dans la voiture. Kentucky Fried Chicken. In Kentucky! Tony tente de décoincer Don. Il rit, mange avec les mains, balance les os de poulet par la fenêtre. Cette fois, ils partagent pleinement le cadre et rient ensemble. Pourtant, la hiérarchie persiste encore. L'un est à l'arrière, passager et passif. L'autre devant, chauffeur. La relation du patron à l'employé n'a pas encore complètement disparu. J'en passe volontairement certains, tant il y en a, mais un détail est révélateur. La seule fois où ils dînent séparément, c'est précisément le soir où tout dérape lors de l'agression de Don dans un bar, comme si l'absence de partage était par essence néfaste. Et toute cette accumulation de scènes de bouffe nous mène à cette image finale. Les 2 personnages mangent enfin la même chose, de la même manière, avec les doigts, ils occupent le même espace dans le cadre, dans un lieu à la fois populaire et musical, presque comme une fusion symbolique de leurs 2 mondes respectifs. Pendant tout le film, la bouffe agit comme un passeur de sens. Elle révèle la corruption de la mafia à travers l'opulence grotesque de leur table. Elle expose aussi un racisme profondément ancré, dissimulé derrière des sourires obséquieux et de bonnes intentions, quand certains pensent faire plaisir à Don en lui servant du poulet frit. Et ce n'est pas étonnant que la bouffe ait un rôle important dans ce film. Green Book est un road movie, et l'essence du road movie, c'est le mouvement. Always on the road, like a carnival worker. Or a criminal. Or, ces repas sont non seulement des pauses qui viennent rythmer le film, mais aussi des arrêts, des trêves où les 2 personnages sont obligés d'apprendre à coexister. Le road movie, en plus d'être un genre cinématographique typiquement américain, et dont nous reparlerons bientôt sur cette chaîne, c'est aussi un genre très ancré dans la filmographie de Peter Farrelly. Ces personnages sont nomades, ils circulent, ils dérivent, ils traversent des espaces qu'ils ne comprennent pas vraiment. Green Book s'inscrit parfaitement dans cette logique. La route n'est pas un symbole de conquête, encore moins de progrès social, elle n'est qu'une échappatoire. Et c'est là que le road movie rejoint la lecture individualiste du film. Le déplacement permet précisément d'éviter le monde. Sur la route, les normes sociales se relâchent, les identités se brouillent, les rapports de domination s'effacent. Les personnages n'appartiennent jamais vraiment au lieu qu'ils traversent. Le road movie colle parfaitement à l'absence présumée de propos politiques de Green Book. Incapables de changer le monde, Tony et Don choisissent au moins de s'en extraire temporairement. Le voyage, la route, le pas de côté ne sont pas seulement des moyens d'échapper au monde, ils permettent aussi de prendre de la hauteur. En se déplaçant, en refusant l'ordre établi, les personnages ne se contentent pas de fuir une société absurde et violente, ils cessent surtout de jouer selon ses règles. Ce refus n'est pas une capitulation, mais une forme de supériorité silencieuse. Ne pas entrer dans le débat stérile, ne pas se laisser aspirer par la logique conflictuelle du monde, c'est déjà refuser de s'y abaisser. La route devient alors un espace mental, autant que géographique. Un lieu où l'on échappe aux injonctions, aux procès d'intention, aux indignations mécaniques. Et c'est sans doute là que Green Book touche quelque chose de profondément dérangeant pour ses détracteurs. Là où le film propose un retrait, et même une élévation par le déplacement. Ses critiques réclament une confrontation permanente, un combat symbolique sans fin, une surenchère de discours politico-moral. Les critiques préfèrent rester prisonniers du vacarme social plutôt que de contempler la beauté simple d'un voyage, d'une amitié fragile mais sincère. Green Book ne leur offre pas la victoire morale qu'ils attendaient, seulement une échappée, et c'est peut-être pour cela qu'ils ne peuvent pas l'aimer. Green Book ne propose pas de solution, il refuse juste de faire semblant. Il choisit le récit intime plutôt que le discours public. Il préfère le pas de côté à la marche forcée vers une morale préfabriquée. Et dans un monde où l'on exige sans cesse à chacun d'être exemplaire, militant, idéologique, radical, Green Book rappelle une chose simple, presque insolente. Parfois le mieux, c'est de se barrer. Dignity always prevails. C'est le petit poussin jaune, le mignon poussin jaune.